Bonjour Nicolas Turquois, merci Bonjour, d'être là. Vous êtes député MoDem de la Vienne. On va parler d'un dossier industriel, mais vous avez peut-être comme moi connu PIF Gadget, vous vous rappelez? Ah, effectivement. Alors moi j'aime bien, vous voyez, quand on a le retour d'un titre comme ça, c'était très emblématique quand même dans notre jeunesse. Voilà, il est de retour, PIF. Alors c'est une partie de notre enfance, de notre adolescence. C'est Placide et Museau, c'est PIF, c'est Hercule, Rahan, vous vous rappelez, le fils des âges pharaons. Ça revient dans les librairies, c'est très bien, c'est une très belle initiative. Et donc je voulais lui donner un petit coup de pouce. Voilà. Comme j'aimerais donner un petit coup de pouce d'ailleurs aux entreprises de votre circonscription qui sont en difficulté. Je vous ai demandé de venir parce que vous êtes un jeune élu. Vous êtes un élu MoDem, vous êtes dans la nouvelle majorité, ingénieur agronome et agriculteur. Et vous êtes là face à un dossier industriel, c'est ce qui explique votre présence aujourd'hui dans Périscope. Dans votre circonscription, il y a une entreprise qui emploie beaucoup de salariés, qui fait vivre beaucoup de familles, qui s'appelle Liberty Foundry Poitou. Je dis Foundry parce que c'est à l'anglaise, c'est la propriété d'un Anglais, et vous êtes face à un PSE, un plan de départ, qui devrait concerner presque 300 salariés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette entreprise qui travaille avec le secteur de l'automobile? Vous avez écouté la première partie de l'émission, on a beaucoup parlé d'automobile, de Renault. Sa production, c'est une folie, sa production dépend à 95% de Renault qui a choisi d'autres options. D'abord, merci de me donner l'occasion de parler de cette entreprise qui a marqué un territoire. L'entreprise que vous avez citée, ce sont les anciennes fonderies Renault de Boulogne-Billancourt qui, au fin des années 70, début des années 80, ont été transférées dans la Vienne par un élu dont le nom est resté, il s'appelle Monsieur Monory. Donc ça a été ministre de l'économie. Voilà, et il y a eu jusqu'à 1000 salariés dans cette entreprise. Une partie fonte pour faire les carters de moteurs, la partie basse des moteurs, essentiellement des moteurs diesel, et une partie aluminium qui fait la culasse, la partie haute du moteur, diesel ou essence. Et jusqu'au début des années 2000, c'est Renault qui gérait en direct. Renault a revendu à différents groupes. Il a séparé en deux la fonte et l'aluminium. Et puis, suite à mon élection, moi j'arrive... Donc en 2017, en 2018, on me contacte sur les difficultés et de la partie fonte et de la partie aluminium qui appartiennent à deux groupes différents. Je commence à intervenir, à prendre contact avec cette entreprise qui a des difficultés, qui a encore plus de 800 personnes à l'époque, à peu près 400 de chaque côté. C'est probablement un des premiers employeurs privés du département. Ça fait partie des premiers employeurs privés du département, avec une entreprise qui est magique. Il faut aller la voir, il faut aller voir des pièces de moteur être coulées en fusion, mais avec une entreprise qui, depuis 20 ans, a eu très peu d'investissements pour mettre à niveau, avec des problèmes de productivité, avec des problèmes de compétitivité. Et puis, donc, depuis début 2019, enfin depuis mai 2019, il y a un groupe anglais qui s'est proposé de reprendre l'ensemble. La partie aluminium, parce que c'est son cœur de cible. Et puis la partie fonte, avec l'idée que la partie fonte, il allait la faire évoluer progressivement, peut-être l'éteindre progressivement avec des volumes confiés par Renault, parce que Renault est toujours dans la partie, et il est gestionnaire de fait. Et donc c'était le plan qui a été vendu aux salariés, que j'ai accompagné depuis... Et ce qui a été vendu aux salariés a été tenu, parce que ce que vous nous racontez là, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier Luanzi, c'est-à-dire le phénomène de désindustrialisation. C'est la découpe de l'appareil industriel français, du tissu économique français. Il y a beaucoup d'entreprises comme celles qu'on évoque aujourd'hui dans tous les territoires, automobile, chimie, l'industrie du plastique, l'aéronautique. Vous avez beaucoup de PME qui maillent le territoire, qui manquent d'argent, parce que c'est ça que vous nous dites là, en substance. C'est une entreprise qui n'avait pas suffisamment de fonds propres, qui n'a pas été capable d'investir, qui n'a pas été capable de renouveler son parc technique et technologique, de suivre le progrès, et aujourd'hui, elle est en difficulté. Exactement. Il y avait l'idée, c'était il fallait investir. Renault semblait prêt à le faire quand on voit les déclarations de Monsieur Sénard, qui voulait accompagner pour un vrai projet de transformation. L'État et le Conseil régional aussi. Sauf que depuis 1 an et demi, l'investisseur que j'ai contribué aussi à faire venir sur cette reprise, n'est pas à la hauteur et a même presque disparu pendant 1 an en termes d'organisation. Ça, c'est une leçon pour les politiques, ce que vous décrivez là.
C'est-à-dire que parfois, on croit les belles promesses. Hein, on fait des réunions à la préfecture, le journal régional est là pour immortaliser la signature d'un accord. Et puis, finalement, les investisseurs qui viennent de l'étranger, ils viennent faire leur marché. Et ils viennent faire leur marché pour leurs intérêts, pas nécessairement pour nos intérêts. La désindustrialisation du pays, c'est ça aussi. C'est le fait qu'on a ouvert les portes à des gens qui n'étaient peut-être pas honorables ou dont les intentions, je vais corriger la formule, dont les intentions n'étaient pas toujours honorables. En tous les cas, il y a eu un déficit de compétences qui a été investi de compétences et de moyens. Et il y a un écart qui est devenu d'un fossé, qui est devenu un gouffre entre les intentions et les réalisations. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est parlementaire? Aujourd'hui, on a une grosse boîte dans sa circonscription qui emploie plusieurs centaines de personnes. On va frapper au ministère de l'économie, au ministère de l'industrie, on va voir la région. Je vous dis ça parce que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, le bouquin de Montebourg. Qui s'appelle Engagement. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il a été ministre du redressement productif, il a géré la crise 2008-2010 et il dit voilà, j'avais créé une espèce de cellule là à Bercy pour essayer d'éteindre le feu là où c'était possible, faire se rencontrer les gens, trouver des investisseurs, mais il y a parfois au fond de l'administration ceux qui prennent les décisions, qui s'en moquent un peu, qui disent bah, écoutez, c'est pas très grave, c'est un dossier qui va disparaître, on en trouvera d'autres. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? En l'occurrence, sur ce dossier-là, je crois que ce qui avait été mon pari, parce qu'il y avait un investisseur qui arrivait, il fallait être sûr que l'État réponde présent dans sa partie, ça a été le cas. Par exemple, l'État avait dans un premier temps, des sites industriels comme ça, par exemple, il doit y avoir des sommes qui doivent être mises en caution pour les risques industriels et environnementaux. L'État avait indiqué qu'il allait temporiser pour laisser la trésorerie à disposition. Un peu de souffle. Ouais. Sur les charges patronales, l'État a fait un effort majeur. Il fallait aussi que les salariés soient acteurs du changement parce qu'il fallait faire évoluer. Et donc, il y avait une discussion très régulière. J'ai eu une discussion très régulière avec le représentant du personnel et ils ont joué le jeu. Et là, la région a joué le jeu. On a mis, indépendamment de leur couleur politique, la région a joué le jeu. Tout le monde a été autour de la table. Là, ceux qui n'ont pas joué le jeu, même Renault a joué le jeu. Moi, de mon point de vue, Renault a joué le jeu. Mais le groupe a été totalement défaillant, alors que je l'ai porté pour essayer d'accompagner. C'est vous qui l'avez amené. Alors, ouais. J'ai été un de ceux, mais oui. J'avais contribué. J'avais contribué de façon assez importante vis-à-vis des salariés. J'étais allé au tribunal de commerce, etc. Et donc... où il n'y a pas eu de répondant. Mais ça ne doit pas nous servir de leçon, ça. Parce que ce n'est pas le premier cas. Vous savez, le cas de votre entreprise, ça m'a rappelé GMS. Hein, c'est pas très très loin, la souterraine, c'est le département de la Creuse. Côté, oui, c'est pas très loin. C'est une entreprise qui était sous-traitante de l'industrie automobile, peut-être pas suffisamment de fonds propres, des promesses pas toujours tenues. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, vous qui êtes politique, vous votez la loi, vous êtes parlementaire, on ne devrait pas se dire en France, mais on a des intérêts à défendre dans ce pays. Peut-être que parfois, il faut mettre sous le mouchoir un certain nombre de règles qui sont des règles de libre concurrence pour protéger l'outil de travail. Force est de constater que là, on arrive à une impasse pour cette entreprise. Mais ce qui m'inquiète, parce que le groupe GFG a repris ex-Péchinet à Dunkerque. Il a repris une entreprise à Strasbourg. Il a repris une entreprise de roues à Châteauroux. Il en a repris un certain nombre. Je crois que c'est de l'ordre de 2000 salariés qui dépendent de ce groupe en France désormais. Et il avait des visées sur d'autres encore. Donc, est-ce que... on ne va pas sur une difficulté globale des investissements qui ont été faits en France par rapport à ce groupe. Donc, je crois qu'effectivement, chaque tribunal de commerce est autonome dans sa décision. Mais ça questionne sur la suite à donner, parce qu'au final, vu la situation de l'entreprise, il l'a repris de façon très modérée en termes de coûts à la base. Peut-être que les tribunaux de commerce ne sont pas assez exigeants dans ce domaine. Et c'est compliqué d'évaluer un groupe avec énormément de filiales, qui est basé en Angleterre, dont la structuration... Mais la protection de l'outil industriel de production en France, et une fois de plus, je m'adresse aux députés, aux parlementaires, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix, et d'autant plus que la compétence fonderie est devenue extrêmement rare en France. Donc, les quelques sites qui la maîtrisent encore, parce qu'une fois que la compétence a disparu, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus investir dans la recherche de quelque chose qu'on ne fait plus, qu'on ne connaît plus. Et donc, il y a un enjeu vital à garder ces compétences-là, à les faire évoluer, puisqu'évidemment, il y a des choses qui évoluent, mais aussi à pouvoir avoir une forme
deuil, d'action, de levier d'action plus fort que ce qui s'est passé au Fonderie. Monsieur Turquois, je voulais vous recevoir pour donner un petit coup de pouce à ce dossier. On est parfois un peu militant dans Périscope, surtout quand il s'agit de sauver l'appareil de production en France et les emplois qui s'y trouvent dans le département de la Vienne. Continuez, et puis on va suivre ce dossier. Merci beaucoup d'être venu dans Périscope. Merci de votre fidélité. Arlette Chabot dans 5 minutes. À lundi, 16h en direct sur LCI.